Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique des barbaries. Donc, bienvenue, nous allons adopter maintenant un rythme en alternance entre les mercredis de l'espoir et la chronique des barbaries. Donc, une semaine sur deux, ça sera une chronique et un mercredi de l'espoir. Donc, ça deviendra donc un rendez-vous quinzomadaire. Alors, nous allons voir aujourd'hui un certain nombre de sujets d'actualité, bien évidemment, avec un regard sur la quinzaine et même un peu plus, mais aussi ce qui se profile, qui est vraiment en perspective proche, c'est-à-dire les élections législatives, avec, je le crois, la fin des illusions, et je l'espère en tout cas, la fin des illusions, et notamment celle utilisée par la personne qui est affichée ici. Nous y reviendrons, bien entendu, tout au long de cette émission. Alors, avant ça, bien sûr, rebonsoir, avant ça, bien sûr, je voudrais vous faire part de la maxime habituelle de Gaston Courtois, comme toujours adapté au sujet de ce soir. Donc je vous la livre. Avoir une grande idée, nourrir un bel idéal, c'est bien. Mais tout cela n'est rien si l'idéal reste un rêve et une idée, une vue de l'esprit. Il faut que l'idéal s'incarne dans la réalité. Et c'est ici que le chef, pour ne pas faire fausse route, pour éviter tout décalage entre l'intelligence et la vie, doit développer en lui le sens du réel. Alors nous allons voir tout au long, je dirais, de cette émission, en quoi, justement, avoir le sens du réel, ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Quand je parlais tout à l'heure de la fin des illusions, eh bien, cela s'applique évidemment aux gens qui dirigent, aux chefs, mais cela s'applique évidemment à tout un chacun, puisque tout le monde dirige sa vie, hein, si l'on peut dire. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons avoir au programme les législatives, donc le sujet, je dirais, principal du jour, avec cette question, justement, la fin des illusions. Qu'est-ce que j'entends par là? Et mais bon, pour partie, en tout cas, je pense que vu ce qui est déjà affiché, vous en doutez déjà en partie. Et puis le regard sur la quinzaine écoulée et un peu au-delà, c'est notamment le nouveau gouvernement et l'impact, je dirais, dans le domaine de l'éducation, des choix qui ont été faits par le président élu, Macron. La pandémie plus exactement, le retour, nous allons voir de quoi il s'agit effectivement plus précisément. Ukraine,
évidemment, comme la pandémie, ce sont des sujets, je dirais, qui sont là pour un moment, hein, pour durer. Et cette guerre qui est, comme je l'ai eu l'occasion de le dire, le prélude de la Troisième Guerre mondiale, eh bien, nous l'évoquerons assez rapidement aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire, mais bon, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Mais illustrer seulement deux faits, toujours plus de guerre et le sort des soldats ukrainiens. Alors, visiblement, la connexion est assez mauvaise ce soir, je m'en excuse. Alors, et dernier thème ce soir qui m'a semblé pertinent de voir avec vous, c'est un commentaire qui m'a beaucoup frappé sur un site internet et dont j'ai reproduit ici quelques extraits que je vous livrerai donc vers la fin de cette émission. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion. Je vous en prie, si vous avez des problèmes pour lire la vidéo, elle sera de toute façon déposée sur le site internet d'une perspective, la 6ème République. Vous pourrez la consulter, elle sera mise en différé. Je vérifierai si elle est bien, sinon je la mettrai en différé sur le site. Vous pourrez consulter cette vidéo en différé ou lors des rediffusions. Alors, que faire? La question est là. Que faire pour les législatives? Quelle attitude tenir? Est-ce qu'il faut se présenter pour ceux qui pouvaient y songer encore, hein? Je crois que la clôture des candidatures est faite désormais. Faut-il voter et si on vote pour qui? Ouais, les quelques questions qu'on est en droit de se poser. Mais pour y répondre, on ne peut le faire valablement que si on prend en compte le contexte, et le contexte, c'est la défaite du peuple à l'élection présidentielle. Le bloc élitaire a été reconduit. Macron a été réélu, moins confortablement que la dernière fois, mais encore très confortablement. Donc c'est une défaite du peuple à la présidentielle, du bloc populaire qui peine à se concrétiser politiquement. Et ça, c'est l'événement politique structurant en France, avec la 5ème République, le système tel qu'il est. L'événement politique structurant, c'est l'élection présidentielle, et encore plus depuis le quinquennat, bien évidemment. À partir de là, tout en découle. Et comme on l'avait dit, de toute façon, la barbarie augmente, la décadence, on peut dire, la déliquescence, la déconstruction, comme ils disent, elle avance toujours, et 2022 était vraiment la dernière échéance pour que nous soyons encore, en partie au moins, maîtres de notre destin. Nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus maîtres de notre destin désormais, et nous allons dépendre d'événements extérieurs et d'événements faits par certains activistes, par certains groupes, par certaines communautés, ou venant complètement de l'extérieur. Alors je comprends effectivement, du coup, je pense qu'il y a une certaine démoralisation à l'œuvre chez les résistants. Elle est tout à fait logique, elle est tout à fait normale, et avec beaucoup de gens qui me disent autour de moi, qui en veulent énormément, justement à Jean-Luc Mélenchon, justement, d'être responsable justement de cette défaite du peuple, en n'appelant pas à voter, ou en essayant de constituer une coalition ou je ne sais quoi, en étant de toute façon en opposition avec les partis d'opposition, justement, et donc, fatalement, la réélection du néolibéralisme et de son représentant Macron était inévitable. Donc, on est dans une période, pour certains résistants, de démoralisation, mais aussi, je dirais, d'illusion, et nous allons le voir pour certains autres, puisque certains résistants se présentent malgré tout à l'élection législative. Donc,
moi, je voudrais évidemment leur faire part de mes encouragements et des encouragements des gens de l'IMP6R, notre soutien, bien évidemment. Pour autant, soyons réalistes. Soyons réalistes. Ces résistants, ces listes citoyennes, n'ont absolument aucune chance de quoi que ce soit, je dirais, quoi, d'être élu, on n'en parle même pas, mais de percer un temps soit. Je rappelle pour cela ce qui s'est passé aux élections un peu de même nature, les cantonales, les régionales, c'était pas si vieux, c'était l'année dernière, où les listes citoyennes sont toutes, sauf une, sous les 1%. Voilà, sous les 1%. Vous n'avez même pas les moyens d'avoir un financement de campagne. Encore, il faudrait être présent dans 50 circonscriptions. Donc, voilà. Pour aller plus loin, j'avais fait une analyse détaillée de cette élection dans la chronique des barbaries du vendredi 25 juin 2021, que vous retrouverez sur le site www.imp6r.org, pour justement montrer que c'était déjà très difficile et quasiment ça. C'était les faits, simplement, c'est la réalité. Hein. Le réel, c'est ça. Donc après, on peut se bercer d'illusions, hein, je reviens à la maxime de tout à l'heure, mais la réalité, elle est celle-là. À partir de là, donc certains résistants se présentent. Donc nous, IMP6R, nous avons choisi d'appeler à voter pour ces listes de résistance locale, malgré tout. Pour bien soutenir les gens qui sont comme nous, je dirais, qui sont bien conscients de la situation et qui se battent depuis longtemps déjà pour sortir de cette trajectoire délétère qui nous mène à la barbarie dans laquelle nous avons déjà les deux pieds dedans, à une condition toutefois que ce soit réellement des résistants. Parce que, hein, voilà, je fais confiance à votre sagacité, à la sagacité de chacun, pour déterminer si les gens sont des résistants, je dirais, véritables, ou des opportunistes. Hein. Il y en a dans tous les milieux et à tous les étages. Donc, voilà. Mais hormis cela, oui, bien sûr. Mais de toute façon, comme nous ne sommes plus maîtres de notre destin, je l'ai expliqué précédemment, l'alternative ne passera plus par là. L'échéance, c'était l'élection présidentielle de 2022, c'est passé, nous avons perdu. Dans les institutions de la Ve République, c'est terminé. C'est plus par là que ça va se passer. À partir de là, nous, et c'est pour la raison pour laquelle on n'a même pas essayé de présenter des candidats ou s'associer à des listes, c'est que désormais nous refusons de jouer le jeu des institutions de la Ve République. Parce que c'est devenu un théâtre d'ombre complet. C'est un théâtre complet, c'est vraiment une pièce de théâtre, c'est un simulacre de démocratie, simulacre d'accès, de possibilité d'accès au pouvoir. À partir de là, jouer ce jeu n'a aucun sens. Aucun sens. Donc nous refusons à partir de l'instant de jouer le jeu des institutions de la Ve République. C'est fini. La Ve République, c'est terminé. À partir de là, ça c'est vraiment pour notre position, je dirais, dans la... Alors on peut regarder ailleurs, et évidemment les autres partis. Bon. On l'a bien vu à la présidentielle, et on voit bien encore de nouveau là, nous allons le démontrer, la plupart des partis sont intégrés ou contrôlés de toute façon par le système. Tout est sous contrôle. Donc à partir de là, qu'est-ce que c'est que ces législatives? Qu'est-ce que c'est l'enjeu de ces législatives? Le gros enjeu, ce sont les subventions, l'argent, le pognon, lié aux résultats aux législatives. C'est pas la présidentielle qui détermine les dotations qui sont données. C'est le pourcentage de vote et le nombre d'élus. Voilà les deux critères et qui vont faire qu'il va y avoir 66 millions d'euros distribués en 2022 aux partis politiques. Et avec les mannes pour les principaux, nous allons voir. Et c'est bien pour ça qu'ils sont tous là à trouver d'un seul coup des accords, à trouver des possibilités pour être élus, etc. Hein, tant avec Renaissance autour de Macron, Philippe, etc. et autour de Mélenchon pour essayer d'avoir le maximum d'élus.
pour toucher la manne. La manne en 2022, voilà comment elle se répartit. En Marche, 21 millions d'euros. 21 millions d'euros. Eh, vous faites déjà, rien qu'avec ça, sans compter les indemnités des élus et tout ça, hein, ça c'est ce qui est touché par le parti. Les Républicains, 13 millions d'euros. Le Parti Socialiste, 6 millions d'euros. Le Rassemblement National, 5 millions d'euros. On a descendu d'un cran là déjà. Hein. Le Mouvement démocrate, le MoDem de Bayrou, 5 millions d'euros, qui sont les frères, les cousins ou les frères de En Marche. La France Insoumise, 4 millions d'euros. L'UDI, 4 millions d'euros. Le Parti communiste, 2 millions. Europe Écologie Les Verts, 2 millions d'euros. Et Debout la France, un demi-million. Vous voyez, c'est quand même pas des sommes négligeables. Hein. Vous faites vivre un parti, vous avez des permanents, vous pouvez faire pas mal de choses avec cet argent qui tombe tous les ans. Et ça, c'est les 10 partis, les 10 premiers partis, mais il y en a d'autres, les plus petits partis, il suffit d'avoir obtenu 1% dans 50 circonscriptions, ce qui est le cas par exemple de l'Alliance écologiste indépendante de lutte ouvrière ou du Parti animaliste en 2017. Et là, ils touchent, mais c'est pour ça qu'ils essayent toujours, on voit bien que c'est un réseau en fait de gens qui, enfin moi j'ai vu un petit peu comment ça se passait de près, on voit bien que c'est un réseau de gens qui justement se disent ah bah tiens on va pouvoir récupérer des moyens et au travers justement des législatives. Voilà la réalité de cette élection. Et tout le reste, donc là j'ai mis le lien, vous l'avez trouvé également sur le site, évidemment, tout ça c'est la réalité de pourquoi est-ce que y a une telle mousse qui est faite autour de cette élection par les partis politiques. Alors, désormais, à partir de là, le scénario le plus probable, évidemment, c'est que Macron aura facilement une majorité. Probablement une majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des sièges à l'Assemblée nationale, qui lui permettra de gouverner tout seul avec ses amis de la Renaissance, là, qui s'appelle désormais, ou bien une majorité relative, ce qu'il avait dans les dernières années là, et qui, avec les renforts de droite et de gauche, lui permettent de gouverner sans aucun problème, hein, y compris avec l'autorité dans le cadre de la crise sanitaire. Et là, j'ai mis également en lien ici un sondage qui montre que parmi les Français qui sont certains d'aller voter, parce qu'il y aura beaucoup d'abstention, de nouveau, hein, dans les 47%, bien ceux qui arrivent en tête, bon là c'est vrai qu'on voit pas très bien, vous retrouverez sur le site les chiffres détaillés, eh bien Emmanuel Macron, c'est parmi ceux qui sont sûrs d'aller voter. Donc, or que vous prenez le Rassemblement National ou Mélenchon, ou la France Insoumise, on est déjà au moins 10% en moins. Donc déjà, rien que ça vous donne déjà une tendance. Et puis si vous regardez la pyramide des âges, eh bien, quand on sait que Macron a été réélu, surtout par le vote des plus de 60 et 65 ans, et on voit que là, c'est la pyramide des âges, on voit bien que ceux qui sont certains d'aller voter, voilà, plus ça monte en âge, plus c'est Macron, les gens qui votent Macron qui vont se déplacer. Donc voilà, ça c'est la réalité, ça s'est toujours passé comme ça aux législatives, on a donné une majorité au président, voilà, fin de l'histoire, puisqu'il y a des mobilisations des autres formations et surtout au niveau de la seconde force, qui est de la deuxième force, qui est le Rassemblement National, c'est là qu'il y a historiquement le plus d'illusions, donc le plus d'abstention. Donc les marchands d'illusions, quand ce monsieur vous dit qu'il va être Premier ministre, qu'il va être élu Premier ministre, déjà on n'élit pas le Premier ministre, donc déjà il prend les gens pour des imbéciles en disant ça. Mais, je le répète, je relis cette phrase, est-il raisonnable de faire confiance au principal responsable de la défaite du peuple? Il aurait suffi qu'il donne une consigne, il aurait pu la négocier d'ailleurs, il était en position de négocier des choses. Eh bien non, il ne l'a pas fait. Il a préféré faire repasser le néolibéralisme, l'ennemi du peuple, plutôt que de faire juste le geste qu'il fallait pour pouvoir
négocier, comme le font, ça se fait dans plein de pays, comme ça s'est fait en Italie, comme ça se fait dans plein de pays. L'Italie n'est pas devenue, je ne sais pas quoi, n'est pas retombée sous Mussolini ou je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment une responsabilité, parce qu'est-ce qu'il a manqué? Au fond, pour battre Macron, il a manqué 8%. 8%, c'est même pas la moitié des votes qui se sont portés sur Jean-Luc Mélenchon. Il en avait complètement la capacité. Et si aujourd'hui nous allons subir la déliquescence de plus en plus de la France et de nos vies, de notre pouvoir d'achat, de nos institutions, de nos services publics, nous le devons quand même. En grande partie évidemment à Macron, mais à ce monsieur. Et, alors, en supposant que même, admettons que Macron n'ait pas la majorité relative, ce qui est hautement improbable, il dit, mais oui, du coup, ça va être obligé d'une cohabitation. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est encore un mensonge. Il prend vraiment les gens pour des imbéciles. Pourquoi? Parce que dans la majorité qu'ils ont constituée, le NIMPS, là, enfin, dans la majorité, justement, dans l'alliance qu'ils ont faite, le NIMPS, mais dedans, il y a le Parti Socialiste. On les connaît. Il y a Europe Écologie Les Verts, on les connaît. Ils vont voter plein de lois de Macron. Ils sont cousins, c'est les mêmes quasiment. Ils ont la même idéologie néolibérale et progressiste, etc. Et de toute façon d'économie de marché. Donc les majorités, y compris avec des gens venus de NIMPS, justement c'est pour ça que c'est NIMPS, forcément qu'il aura des majorités de circonstances. Puisqu'il ne sera pas loin de la majorité, il lui manquera quelques voix. Ça, c'est vraiment très improbable. Hein. Et même dans ce cas très improbable, il pourrait faire ça. Et puis, n'oublions pas que dans la Constitution, il y a l'article 16, où il peut dire « Ah, le pays est ingouvernable, je prends les pleins pouvoirs. » Il peut le faire. Et puis, il peut dire « Bah écoutez, les Français, par l'article 12 de la Constitution, vous m'avez donné une Assemblée nationale, qui ne me permet pas de gouverner. » Eh bien, il peut toujours actionner l'article 12, dissolution de l'Assemblée nationale, et on retourne aux urnes. Donc, voilà. C'est vraiment du foutage de gueule. Enfin, moi, il n'y a pas d'autre mot. Et tous les gens qui vous disent autre chose, alors soit ils sont dupes de ce personnage, mais ça, c'est juste pour avoir, je vous dis, de l'argent et des moyens. C'est ça, en fait. C'est la seule réalité qu'il y a derrière. Donc, c'est assez pitoyable. C'est assez pitoyable. Quand on parlait des institutions de la Ve République qui ne seraient plus qu'un théâtre d'ombre, qui ne serait plus qu'un grand guignol, eh bien, c'est très exactement ça. Là, on en a une illustration, mais totale. Alors, dès lors, attention également aux marchands d'illusions, c'est aussi une alerte, je dirais, quand même, d'André Guérin, qui est un député honoraire de Vénissieux, député maire. Il a envoyé un courrier à Fabien Roussel et André Chassaigne, donc, qui sont dirigeants du Parti communiste français, dans lequel il explique pourquoi il est. Aujourd'hui, il dit que le brouillard est total en termes de cette alliance NIMPS. Comment peut-on justifier un tel accord en dehors de l'objectif électoraliste? Voilà, ça a le mérite de la clarté. Il poursuit un peu plus loin, mais vous avez le lien vers son blog si vous voulez lire in extenso sa lettre. Le plus grand défi à relever, c'est l'intégration des communautés musulmanes en extrême difficulté à cause des pressions de l'islamisme radical et de l'islam politique. Cette situation dangereuse fait partie des éléments qui nourrissent les germes de guerre civile. Quand je dis que la France est dans cette situation, ben voilà, c'est le maire honoraire de Vénissieux, député maire de Vénissieux. Il connaît bien la réalité du terrain, comme d'autres. Il poursuit de nouveau. Nous sommes dans une paralysie de la pensée, pour ne pas dire à côté de nos pompes. Lorsque l'élite française souhaite mettre un cordon sanitaire autour d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, ou lorsque l'humanité parle de vagues brunes.
Voilà, je pense qu'on se trompe de fascisme, mais bon. Et il y en a d'autres en plus, hein. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler et des vrais aussi, notamment en Ukraine. Donc vraiment, je dirais, en résumé, votez pour les listes de la résistance véritable. Voilà, c'est la consigne principale si vous en avez dans votre circonscription. Sinon, votez blanc. Ça ne sert à rien de jouer à ce théâtre, de jouer à ce simulacre. Et pour les listes de résistance, c'est plus pour les encourager que pour vraiment espérer changer quoi que ce soit par ce système. Ce système est mort. Tous doivent perdre leurs illusions. Il y a plein de gens qui sont plein de bonne volonté, qui croient que par l'élection, ils vont pouvoir faire avancer je ne sais quoi, le rite constituant, la démocratie directe ou des revendications. Non, ça ne passera pas par là. Vous devez perdre vos illusions. Tous ceux qui vont suivre ce personnage, Jean-Luc Mélenchon, dans ses délires, ou d'autres illusions que nous avons encore, qu'il ne faut pas faire de politique. Par exemple, si vous ne faites pas de politique, vous ne changerez jamais rien. Donc, il faut se confronter au réel. On revient à la citation de Gaston Courtois du départ. Arrêtez de se faire plaisir, de dire « Ah ben moi j'ai envie de ça, je pense que ça serait bien. » Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La réalité n'est pas celle-là. Il faut se confronter à la réalité, se confronter au réel. C'est vraiment la ligne directive d'un PCCR depuis le début. Peut-être aussi pour ça que nous n'avons pas plus de succès, parce que nous ne vendons pas du rêve. Nous n'avons pas de rêve à vendre, nous n'avons pas de rêve à vendre, nous n'avons que le réel à vous proposer. Confronter au réel. Parce que ne pas se confronter au réel, c'est, et ça je le dis aux résistants, qui ont perdu le moral aujourd'hui, c'est la condition pour retrouver le moral, pour augmenter son moral. Pourquoi? Parce qu'à force de se faire plaisir, à force de se raconter des histoires, à force de croire le premier battleur, le premier marchand de rêves venu, et donc d'être en dehors du réel, eh bien on tombe sans cesse, puisque les rêves, ça n'existe pas, hein, c'est pas la réalité, eh bien sans cesse on retombe. Forcément, quand le choc de la réalité se confronte là, eh bien ça y est, on a une défaite, on est de nouveau perdu. Donc se confronter au réel, arrêter de se faire plaisir, voir ce qui peut réellement marcher dans la vraie vie, et arrêter de dire ah ben on va faire ci, on va faire ça. Hein. Voilà, je dirais en résumé, ce que nous avions à dire sur alors non, j'ai oublié le principal justement, l'espoir, les conditions, c'est justement de construire le bloc populaire. Enfin, le bloc populaire, j'y reviendrai, mais c'est le pont déjà dont je parlais dans la campagne présidentielle et tout ça. Constituer le bloc populaire avec un pied droit et un pied gauche. Et à partir de là, nous pourrons faire sauter et dégager ce bloc élitaire qui bloque le centre. C'est ça le bloc populaire, le bloc du peuple français. Alors, pendant ce temps-là, évidemment, il ne reste pas inactif, l'oligarchie ne reste pas inactive, et il y a un nouveau gouvernement, et il y a aussi un impact de ce nouvel gouvernement sur l'éducation nationale. Alors, déjà, première chose, le gouvernement d'Elisabeth Borne, c'est un gouvernement pour les élections. Elle a été mise là pour les élections. Alors peut-être qu'elle durera après, je ne dis pas qu'elle ne durera pas après, c'est d'ailleurs assez probable. Mais son gouvernement, c'est un gouvernement pour là les élections. Ils ne vont pas gouverner, ils n'ont pas de toute façon d'assemblée. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont expédier les affaires courantes. Normalement, le gouvernement, il procède quand même de l'Assemblée nationale. Donc mettre un gouvernement là, si vous voulez, ça n'a aucun autre sens qu'un sens électoraliste. Aujourd'hui, ils sentent, parce qu'ils savent que la démobilisation des électeurs du Rassemblement national est toujours plus importante que celle des gens de gauche, surtout que là, ils ont réussi à faire l'illusion de NIMPS. Donc, ils ont identifié que leur principal adversaire aux législatives, c'était se situer à gauche. À partir de là, c'est la raison pour laquelle Macron a choisi une femme. Il voulait absolument une femme, parce que ça passe mieux, etc., ça fait plus de gauche. Et en plus, elle vient de la gauche.
quand on dit elle vient de la gauche, c'est vraiment avec 50 000 guillemets, 50 000 pincettes. Mais elle a été quand même grenouillée, je dirais, dans les partis du PS, etc., etc. C'est pas Darmanin ou voilà. Donc voilà. Donc elle a une image qui peut déjà, déjà, rien que le fait que c'est une femme, déjà, ça fait beaucoup, ça fait énormément. Et puis, ils sont mis allez, on renforce le truc, Pape Ndiaye à l'éducation nationale. Alors, qui est ce Pape Ndiaye? Déjà, c'est un membre du CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Donc, c'est une association qui est ouvertement raciste. Et hégémoniste, représentatif, c'est-à-dire que ça regroupe des associations. Si vous n'êtes pas affilié au CRAN, vous ne faites pas partie, vous n'êtes pas représenté, vous n'êtes pas représentatif. Et c'est pour les Noirs. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas noir, vous ne pouvez pas. Donc si on lutte contre les discriminations, on s'appelle l'association contre les discriminations, n'importe quoi. Non, là c'est noir. C'est ouvertement raciste. C'est le titre qui le dit, tout simplement. Ah, une déconnexion. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que je suis reconnecté? Ah, ça y est. Je suis reconnecté, donc de nouveau, on doit avoir le signal vidéo. Et donc, et qui plus est, dans ces déclarations, c'est un négationniste du concept d'islamo-gauchisme. Et concept que j'ai eu l'occasion de dénoncer comme étant un néofascisme, une forme de néofascisme. Il y a trois néofascismes. Il y a le néofascisme d'extrême droite, qui est le plus connu, mais il y a le néofascisme d'extrême centre, Sandrine Rousseau, ou une autre femme, la LGBT, dont je ne me rappelle plus le nom, sont des exemples, mais quelque part, Macron et les gens qui tournent autour en sont aussi des exemples. Et le néofascisme d'extrême gauche, dont l'islamo-gauchisme est une variante. J'en ai parlé, je l'ai démontré, dans la chronique des barbaries du 30 octobre alors je pense que c'est 2020. Ça doit être le 30 octobre 2020. Vous retrouverez de toute façon ce lien sur la page d'une perspective de la 6e République, impcr.org. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir? C'est qu'il va y avoir une poursuite de la baisse du niveau d'instruction et d'éducation. On va appeler ça l'éducation nationale, ça devrait s'appeler l'instruction, mais bon, peu importe. Mais je dirais, contrairement à la trajectoire qui essayait de redresser un peu les choses avec Blanquer, c'était le seul ministre qui était qui essayait de faire quelque chose, visiblement, quand même. Voilà, on abandonne le truc, là, on part à 180 degrés à l'opposé. Donc là, je peux vous dire que le niveau d'éducation, si ce monsieur devait être reconduit à l'Assemblée comme ministre, je crains que ça diminue encore le niveau en disant il faut surtout baisser. C'est toujours baisser le niveau, quoi, hein, pour que tout le monde y arrive. C'est pas comme ça qu'on élève les gens. C'est tout à fait le contraire. Donc il y a eu je vous invite à regarder également la réaction de Chevènement là-dessus, mais Chevènement, vous savez, il a appelé à voter Macron, alors lui, voilà, typiquement s'il était dans la résistance, je dirais, le type de fausse résistance et d'un peu de gens qui sont opportunistes. Un exemple de ça, c'est le processus de Bologne, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui existe déjà depuis plusieurs décennies en définitive, ils ont mis ça en place, et c'est quelque chose qui se déploie au fur et à mesure, et qui est voulu et promu dans 48 États. Excusez du peu, ça va largement au-delà de l'Union européenne, ça inclut des pays comme la Turquie et la Russie. Sauf que, et c'est très significatif, la Russie justement vient de s'en retirer de ce processus de Bologne, qui était un processus de convergence des modalités d'éducation des gens, et surtout dans le supérieur. Mais, et c'est ce que dénonce Geneviève Azam, et je vous invite à voir sa vidéo, elle est vraiment extraordinaire, hein, qui date de 13 ans déjà, hein, mais elle est tout à fait pertinente pour ça. C'est une adaptation en fait de l'université, c'est-à-dire
de la recherche, du savoir, de la fabrication du savoir, à la loi du marché, à l'utilitarisme. Donc il n'y a que des choses qui sont utiles, qui doivent être, qui ont voix au chapitre dans les universités. Ça veut dire que c'est à l'opposé complet des Lumières, qui au contraire était une ouverture de dire, bah non, c'est une liberté, une indépendance totale, et pas une indépendance comme eux ils la disent, qui est une indépendance sur les aspects financiers, pour pouvoir. Alors que là, c'est une indépendance intellectuelle, philosophique qu'il y avait aux Lumières, c'est-à-dire sans dogmes qui viennent de l'extérieur. Alors que là, il y a un nouveau dogme qu'il a, c'est il faut que ça soit utile, il faut que ça soit utile au marché, il faut que ça soit vendeur, il faut qu'on puisse faire de l'argent avec. Non seulement que ça soit utile, mais que ça fasse de l'argent. Donc on impose une idéologie de l'extérieur. Elle le dit, et c'est très exactement ça, c'est un nouvel obscurantisme. C'est-à-dire c'est pas un obscurantisme qui vient des religieux, mais quelque part c'est une forme de religion, leur idéologie néolibérale, que n'avait pas le libéralisme, même dans ses fondements antérieurs. C'est vraiment spécifique du néolibéralisme, ça. Tout doit passer sous la coupe du marché. Tout, sans exception. Tous les aspects de la vie. Tout doit être marchandisé, tout doit être argent. Voilà le monde dans lequel ils nous mènent. Et la Russie vient de s'en retirer. Parce que justement, ils avaient un système d'excellence, pour le coup, effectivement, avec des grands scientifiques, des grands mathématiciens dans plein de domaines. Eh bien, ils vont revenir à leur système antérieur qui date de l'Union soviétique. Et les étudiants, d'ailleurs, visiblement, sont très contents. J'ai mis un lien où vous aurez un article à ce sujet. Alors, autre regard sur la quinzaine, la pandémie. Pandémie, le retour. Ah oui, mais le retour de quelle pandémie? Parce que, est-ce qu'on parle du Covid? On parle de celle-là, mais il y en a d'autres des pandémies. Il y a l'obésité, on ne parle jamais. Et pourtant, celle-là, elle est bien là, elle est présente, et qui est souvent couplée à la mauvaise nutrition, à tous ces fausses choses qui font que des gens qui avant mangeaient normalement ne mangent plus normalement, ne mangent plus de légumes notamment, alors qu'avant, tout le monde mangeait des légumes. Cette mauvaise nutrition fait qu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans, les gens sont malades. Simplement dû à cette mauvaise nutrition. Ça, c'est aussi une pandémie. Et celle-là, on n'en parle pas non plus. Pourtant, ce sont des pandémies liées également à la mondialisation et aussi aux transgressions, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres émissions, sur le fait d'être plus producteur, mais de mettre en valeur le consommateur, justement, et le culte de ne rien faire. Non, alors c'est ni l'une, ni l'autre, ni la troisième. Plus une, c'est une nouvelle ça s'appelle la variole du singe. Donc là, on voit les symptômes sur une personne là, qui a des boutons partout. Et donc, alors, la répartition, comme par hasard, eh bien, c'est justement dans les pays les plus mondialisés. Donc, on va retrouver l'Australie, toute l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada. Donc là, pareil, j'ai mis les liens pour que vous voyez cette variole du singe qui, visiblement, est contagieuse, se développe. Là, il n'y a que quelques cas, mais ça se développe très rapidement, visiblement. Vous avez le lien qui décrit un petit peu ça. Bon, on verra si c'est quoi en penser demain. La seule chose que je puis dire, c'est que avec la mondialisation néolibérale, comme je l'ai prédit, ces pandémies vont être de plus en plus nombreuses. Et c'est déjà ce qu'on constatait dans les dernières décennies, d'ailleurs. Et là, on a des pandémies qui sont là et qui sont là pour durer, certainement, et avec des nouvelles pandémies qui vont sortir couramment. C'est un résultat de la concentration urbaine d'une part et du fait que nous voyageons aux quatre coins du monde, tant les marchandises que les hommes et les animaux et les plantes. Parce qu'on parle des pandémies, mais il y a des pandémies également chez les animaux et chez les plantes, sans parler également des autres pandémies du style, sous forme, je dirais, que pas vraiment une pandémie, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même apparenté, ce sont les mêmes sources en tout cas, et les conséquences assez similaires.
avec des espèces qui s'effondrent, c'est la prolifération des espèces invasives. Alors, sinon pour le Covid, il y a quand même du nouveau, puisque là, on voit qu'il y a des troubles menstruels sur lesquels des femmes, donc des règles des femmes, des troubles tant des saignements que des pertes, des arrêts de menstruation pendant plusieurs mois, suite à la vaccination à l'ARN messager. Et donc ça a été mis sous le boisseau, ça a été étouffé, puis ça, vu qu'il y avait dans d'autres pays que ça se disait aussi, ils ont fini quand même par dire « Ah ouais, il y a peut-être quelque chose, on va peut-être regarder ». Et là, il y a eu notamment une audition cette semaine au Sénat d'une personne qui, donc je vous invite à regarder, à vous renseigner justement. Alors moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que quel rapport entre des troubles menstruels et une vaccination à l'ARN messager? C'est quand même curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait absolument pas les effets que vont avoir ces molécules injectées dans notre corps. C'est-à-dire qu'on connaît peut-être un certain nombre d'effets de la production d'anticorps, parce que ça va fabriquer des protéines, mais visiblement ces troubles menstruels n'ont strictement rien à voir avec ça. Comment se fait-il que ça provoque ce type d'effet secondaire? Quand on dit qu'on joue aux apprentis sorciers, c'est quand même... ça, c'en est une preuve évidente. Alors, sinon, je vous renvoie également à une vidéo un peu ancienne, qui date du 22 mars du professeur Raoul, mais qui, à mon avis, n'a pas eu, je dirais, le retentissement qu'elle méritait. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé qu'elle en avait suffisamment. Où il montre que Véran et Delfrécy ont été obligés de manger leur chapeau et de se contredire totalement par rapport à ce qu'ils préconisaient précédemment. Donc, c'est une vidéo très intéressante. Vous retrouvez également le lien et vous le retrouverez sur le site implicitaire.org, sur la page liée à l'émission d'aujourd'hui. Alors, sinon, pour en finir avec ce chapitre sur la pandémie, quand même, on va faire un point de situation globale, où on voit que, alors là, c'est peut-être pas très très gros, mais on voit où on en est ici à peu près. On est à peu près à 12 000 morts par mois. Excusez-moi. À 12 000 morts par semaine sur la période actuelle au niveau mondial. Sur les 28 derniers jours, au niveau mondial, il y a eu environ 52 000 morts, 51 774 exactement. Le nombre total de morts attribués au Covid-19 depuis le début de la pandémie est évalué à 6 285 128. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, voilà, on sera sur un nombre de décès liés à cette pandémie qui va avoisiner les 10 millions, je dirais, hein, en finale. On est du même ordre de grandeur que la grippe espagnole, avec une population beaucoup plus importante, toutefois. La grippe espagnole faisant suite à la Première Guerre mondiale. Sur les pays qui ont le plus de décès, mais il y a quand même, sur les 28 derniers jours, il y a quand même eu plus de 10 000 décès aux États-Unis. Voilà. En Australie, 1000. En Allemagne, toujours 3500 hein, sur le dernier mois quand même. Hein. En France, 2375 décès sur les 28 derniers jours. Voilà. Toujours avec l'Allemagne, l'Australie, l'Italie, le Japon, la France, parmi les pays qui ont le plus de décès. L'Italie, 3114 quand même. Voilà où on en est de la situation. Donc la pandémie n'est pas terminée, hein, même si le variant Omicron agit comme un vaccin naturel pour la plupart des gens. Alors, avant-dernier sujet, l'Ukraine. On ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine. Il y aurait, croyez-moi, énormément à dire. Je pourrais faire plusieurs émissions rien que sur ce sujet. Et l'Ukraine, il n'y a jamais assez de guerre. Il n'y a jamais assez de guerre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est
le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, à Davos. Ah oui, il va à Davos, hein, normal, hein, il ne va pas aller au front, lui. Hein. Il va aller avec les autres oligarques mondialisés. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Nous voyons l'OTAN comme une alliance, comme une institution mise à l'écart et ne faisant strictement rien. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des armes, des soutiens logistiques, des soutiens de satellites, d'avions, à radar, de machins, etc. Mais ils ne font absolument rien. C'est jamais assez. Jamais assez de guerre. Il a fait la guerre, ce gars-là, il a jamais tenu un fusil dans ses mains, cet imbécile. Vous le trouvez sous le feu de la mitraille. Sans doute pas, non. Je préfère aller à Davos. Et, pourtant, dans le même temps, rien que ça, quand même, les USA et le Congrès portent le total des aides américaines à 53 milliards. 53 milliards. Alors qu'il y a des pauvres aux États-Unis. Ces 53 milliards pourraient être utilisés vraiment à plein d'autres choses. Non, non. On les utilise à faire la guerre. Et quand il dit ça, notamment que l'État ne fait rien, c'est complètement faux. Et vous trouverez sur le site, là, j'ai pas eu le temps de le mettre, j'avais pas eu la place surtout de le mettre, un lien du site qui s'appelle OPEX 360, qui montre au contraire que l'OTAN s'est investi énormément. D'ailleurs, les Russes ont retrouvé du matériel de l'OTAN dans les zones qu'ils ont libérées. Ils ont trouvé des ordinateurs portables, etc. Et voilà. Quand ils ont fini de faire les prisonniers à Azovstal, à l'usine Azovstal, on n'a pas parlé de savoir s'il y avait des militaires étrangers, français, de l'OTAN, etc. La Russie n'en a pas parlé. Bon, mais, hein, on verra, ça sortira un jour. Enfin, ce que dit ce monsieur est vraiment du cinéma encore. Alors, là par contre, en plus, c'est comique, parce que vraiment, ça montre que les Américains, ils se foutent complètement de la gueule, hein, parlons clairement, puisque là, dans une conférence quand même du Pentagone, hein, là c'est le chef secrétaire d'État à la Défense, là c'est le chef des armées américaines, etc. D'ailleurs, conférence du Pentagone, vous avez vu? Ils ont mis le drapeau ukrainien à l'envers. C'est-à-dire que normalement c'est le bleu, comme on le voit ici, qui est en dessus du jaune. Eux, ils ont mis à l'envers. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect. Ils se fichent totalement de ces gens-là. Ils sont prêts à se battre effectivement jusqu'au dernier Ukrainien. Ils ont mis leur drapeau à l'envers. Comme si vous mettiez le drapeau américain ou le drapeau français à l'envers. Aucun respect. Le Pentagone, quand même, c'est pas n'importe qui. Ils s'en fichent complètement. Ça montre bien qui sont tous ces gens. Pendant ce temps, moi, j'ai une pensée aussi, et ces hommes sont là, hein, ces soldats ukrainiens, qui croient et qui croyaient qu'ils défendaient leur pays, en définitive. Mais en fait, c'est pas à ça qu'ils travaillent, les pauvres. À ce à quoi on les a envoyés. Ils travaillent en fait à la distraction immédiate, non pas à la défense, mais à la destruction immédiate et directe par la guerre de leur pays, avec tout un tas d'infrastructures bousillées, des vies détruites, des ponts détruits, etc., etc., des destructions, des maisons, des horreurs, des barbaries. Alors que la solution à la guerre, elle pouvait, et c'est ce qui finira par arriver, finira de toute façon à arriver à créer une zone tampon et des choses comme ça, des choses qui auraient pu être négociées. Non, non. On les a. Et d'ailleurs, c'était pour ça que Zelensky avait été élu, hein, au départ. Non. Ils sont en fait, ils défendent, à leur corps défendant, ils défendent pas leur pays, mais en fait, ils participent à sa destruction. Directe, mais également indirecte, en promouvant la colonisation par les USA, celle que nous voyons bien aujourd'hui en France se déployer. Encore, nous, encore un pays qui avons un certain nombre de capacités pour résister à la colonisation, donc on n'y résiste pas beaucoup. Mais là, l'Ukraine, c'est un déferlement.
et des soldats qui sont trompés par des dirigeants qui sont corrompus, et ou des nazis, hein. Les nazis qui font pression sur les dirigeants. C'est Zelensky, s'il a cette politique-là, c'est aussi parce qu'il est sous les menaces de mort, hein. Au départ, c'est ça, hein. Donc maintenant, il suit sa voie, hein. Et qui ouvre à l'idéologie néolibérale plutôt que de respecter le mandat qui leur a été confié par le peuple ukrainien. C'est quand même ça, la réalité. Ils font exactement le contraire de ce que le peuple ukrainien leur a mandaté. C'est bien un problème de démocratie, de nouveau encore. C'est bien pour ça que se battre sur le terrain de la démocratie, c'est fondamental dans notre pays et dans tous les pays. Et on en pourrait être un. Et voilà. Et ces soldats que l'on voit là, ukrainiens, ils disent, mais ils veulent plus se battre. Ils disent, il y a plein d'unités ukrainiennes qui disent, oh, on arrête là. Déjà, on prend des bombes sur le coin du nez sans permanence. Donc on est en train de mourir, nos copains sont en train de mourir. On est de la chair à canon. On n'a pas les moyens de se battre de toute façon. Et ça, on le sait depuis le départ. Vous n'allez pas. Enfin, moi, je sais pas. Vous êtes dans une cour de récréation d'école. Vous êtes petit, vous faites 1 mètre. Et l'autre, vous êtes en 6e, vous faites 1 mètre. Et l'autre, il est en 3e, il fait 1,50 m. Vous allez aller lui chercher la bagarre? Soyons sérieux. C'est exactement la même chose. Est-ce que c'est sérieux de faire ce genre de politique? Donc ces pauvres gens, mais ils en ont marre. Ils disent non, nous, on ne veut plus servir de chair à canon. Eh bien, ils ont raison, et il faut les soutenir. Et il y a un certain nombre de liens, justement, d'unités qui témoignent et qui disent, mais non, on ne veut plus se battre dans ce charnier permanent. Poussé, mais pour autant, là, il y a des députés du parti de Zelensky, là, qui proposent de permettre aux commandants de tuer leurs soldats afin d'arrêter la reddition. Les redditions massives et la fuite des positions. Parce que, évidemment, ils n'ont pas envie, enfin, surtout pour rien, quoi. Et il y a un projet de loi qui porte le numéro 7351, qui a été publié et qui est sur le site officiel de la Rada, qui est l'Assemblée nationale ukrainienne. Voilà ces gens, quoi. Voilà comme l'autre qui va à Davos, là, qui a jamais sans doute tenu un fusil dans ses mains, et encore moins été sous la mitraille. Il dit, allez, continuez à vous faire tuer. Avec une guerre qui n'a aucune chance de réussir. Aucune chance de réussir. Et pour une raison. Déjà, parce que quand vous êtes plus petit qu'un géant, vous ne battez pas contre le géant. Hein. C'est comme un boxeur poids léger qui se battrait contre un boxeur poids lourd. Mais non seulement ça. Mais pour la Russie, il faut bien prendre conscience que cette guerre, c'est une guerre existentielle. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas la perdre. Parce que si la Russie la perdrait, ça signifierait la disparition de la Russie. C'est parce que c'est ça l'agenda des USA, c'est le démantèlement de la Russie. À partir de là, ils se battront jusqu'au bout. Vous comprenez ça? Donc à partir de là, cette guerre, c'est pas une guerre comme l'Afghanistan ou les USA qui gagnent ou qui perdent la guerre. Ça ne remet pas en cause l'existence des USA. Là, c'est une guerre existentielle. À partir de là, la guerre existentielle, surtout quand vous avez les moyens, la profondeur stratégique de la Russie, et les alliés, vous ne pouvez juste pas la perdre. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous la permettre de faire. C'est même pas la question. La question ne se pose même pas comme ça. C'est que vous ne pouvez même pas vous permettre de la perdre. Donc les Ukrainiens, cette guerre ne sert à rien pour eux. En plus, c'est des peuples frères. Enfin, bon, j'arrête parce que ça m'énerve trop. Finissons avec un commentaire de... alors attendez, je ne vois pas le... Daruma. Donc sur le site de la Chronique du Grand Jeu, c'est un commentaire qu'il vous fera aller chercher profondément si vous voulez le consulter in extenso. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit et c'est pour ça que je voulais vous livrer ça aujourd'hui. Il disait: ce qui me frappe, c'est l'état de délabrement intellectuel et mental des élites occidentales et de leurs suiveurs. Et là, on a le lien aussi avec l'éducation et l'éducation nationale. Ce qui me frappe, c'est l'état de délabrement intellectuel et mental des élites occidentales et de leurs suiveurs. C'est impressionnant de voir en temps réel, pas dans les livres d'histoire, l'effondrement d'un empire. Maintenant, je comprends
que c'est d'abord un effondrement intellectuel et moral par perte de contact avec la réalité. Mais l'époque où le reste du monde, bon là j'ai sauté beaucoup de choses, hein, donc là je vous invite vraiment à lire son texte, peut-être que je le reproduirai sur le site, ça vous évitera de le chercher parce qu'il n'est pas facile à trouver. Mais à l'époque où le reste du monde se pliait à leurs désirs et révolus, par des pays impérialistes, qu'on appelle souvent occidentaux. Mais ils ne sont pas occidentaux, la Chine n'est pas du tout un pays occidental, l'Australie non plus d'ailleurs. Mais l'époque où le reste du monde se pliait à leurs désirs est révolue. Le monde a changé. Et il change devant nos yeux. Et pire, contrôler ce que pensent les gens par des mensonges et de la propagande, ça marche, oui. Mais ça finit par se retourner contre eux, car ils y croient eux-mêmes. Ils s'auto-intoxiquent au point que leur perception du réel ne peut se faire que dans la douleur. Mais leur douleur, c'est notre douleur. Parce qu'ils vont nous faire subir le poids de leurs échecs, le poids de leur inconséquence, le poids de leurs bêtises. Les sanctions, par exemple, contre la Russie, se retournent contre nous. Puisque les Américains, ils ont été obligés de se dire « Ah, mais non, on voulait les sanctionner. Ah, ben non, pour l'uranium, on ne peut pas parce qu'on en a besoin. Ah, ben le gaz, ah, ben non, en fait, on en a besoin. Donc, ah, il faut payer en rouble. Ah, ben oui, donc on va être obligé de payer en rouble. » Et plein de choses comme ça. Et Swift, la même chose. Donc, c'est des gens qui s'auto-intoxiquent. Ils croient leurs propres mensonges. Et j'insiste là-dessus. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réseau, qu'il n'y a pas de complot, Davos, tout ça, ça existe, Grand Reset, etc. Je ne dis pas que c'est faux. Hein. Mais c'est des gens qui sont auto-intoxiqués. Moi, je me rappelle d'une interview que j'entendais sur les gens sur Radio Courtoisie au Mans, parce que là-bas, il y avait de temps en temps, j'écoutais, ils interviewaient quelqu'un qui était parti des néolibéraux, des néoconservateurs américains. Et donc, ces gens qui étaient français, ils parlaient, je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais les Français, qui étaient aussi des gens très très à droite, hein, se rendaient compte, faisaient la différence entre la propagande et leur discours. Mais non, il y avait une personne américaine qui était là, elle croyait au discours de propagande, c'était une représentante importante. C'est-à-dire ces gens s'auto-intoxiquent, ils sont complètement en dehors du réel. Et si vous êtes en dehors, c'est ce qui explique toute la décadence, toutes les guerres qui perdent et tout ça, hein, ça vient de là. Hein. Et la chute du niveau d'éducation, etc., etc. Toute cette gestion chaotique, toutes ces tendances woke, etc., qui sont délétères pour la société, cette promotion des communautarismes et des comportements déviants, etc., transgressifs, tout ça mène à la destruction de la société. Enfin, c'est évident quand même. Maintenant, eux, ils ne le voient même pas. Ils voient ça comme normal, que c'est le programme, que c'est moderne, comme ils disent. Mais moderne, c'est juste la chose, l'idéologie dominante qu'on n'a pas le droit de discuter. C'est ça la modernité. Quand on vous dit c'est moderne, ça veut dire que juste, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de le mettre en cause. C'est moderne. Point barre. Voilà. Bon, nous arrivons au terme de cette émission, longue émission encore, j'imagine, 1 heure. Bon, ça va. Donc, je vous invite à passer à l'initiative, évidemment, à venir discuter avec nous le soir, les lundis, mardis et jeudis à 21 h. Donc, en visioconférence, Direct Agora, ça s'appelle. Et puis, vous pouvez vous inscrire sur le site Impé6R pour être tenu informé des nouvelles, lire évidemment les manifestes émergences qui sont disponibles sur le site en version électronique. Vous pouvez également commander les versions papier. Le cercle de renouvellement constitutionnel, donner de la substance à un renouvellement constitutionnel. Donc voilà, également parmi les actions qui sont autour de Impé6R avec d'autres mouvements auxquels nous participons. Il y a des vidéos régulières, hein, donc là c'est un travail de fond sur ce qu'il faut faire, justement au niveau politique, au niveau démocratique, pour sortir et inventer un nouveau système de nation pertinent. Et puis, plus près de nous, je dirais, vers un procès de l'élection présidentielle, le collectif Dénonciation Élection,
ça sera le thème, parce que là on va faire une annonce publique, dénonciation élection, ça sera le thème des mercredis de l'histoire de mercredi prochain. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, je vois quel est le nom de cette conférence SVP. Alors, je ne sais pas exactement de quelle conférence vous voulez parler, mais là, ce que je suis en train de dire, ça s'appelle la Chronique des Barbaries et ça se tient les vendredis. Un vendredi sur deux, maintenant le rythme n'est plus hebdomadaire, mais quinzomadaire. Et puis le mercredi, ce sont les mercredis de l'espoir. Voilà. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.